Le soleil brille et le ciel est dégagé. On dirait un début de journée bien tranquille. Mais au fin fond de la jungle, c'est tout sauf calme. Une horde de gorilles géants pète complètement un câble sous une pluie battante. Pile au milieu de ce bordel se tient ma Géomgang. Il est parfaitement immobile, les yeux fermés, et n'a pas l'air inquiet le moins du monde. En fait, il a l'air de s'émerder. Comme s'il attendait que ses singes survitaminés fassent un truc qui vaille son temps. Un gorille balance une énorme patate, mais il se penche juste en arrière. Le poing siffle près de son visage sans toucher un seul cheveu. Un autre coup part, et il l'esquive tout aussi facilement. Il bouge si vite qu'on dirait qu'il ne fait même pas d'effort. Il leur lâche qu'ils sont beaucoup trop lents. C'est clair qu'il n'est pas du tout impressionné par leur vitesse. Il arrête d'esquiver et plante ses pieds dans le sol. Il a fini de jouer à chat et est prêt à encaisser de front. Un sourire en coin s'étire sur son visage. En gros, il les invite à donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. « Frappez-moi » lance-t-il, se tenant droit pendant que ses poings massifs s'abattent de tous les côtés. Les gorilles se lâchent, le martelant avec un barrage de coups qui aurait dû l'écraser instantanément. Mais il ne bronche pas. Il reste là à encaisser les coups, exigeant qu'il frappe encore plus fort. Il les provoque pour qu'ils y aillent à fond. Ces mecs lui servent à peine d'échauffement. Un gorille pousse un rugissement de frustration, réalisant enfin que leurs meilleures attaques ne lui font absolument rien. Le silence retombe alors que les gorilles halètent, épuisés. Ma Géomgang est toujours debout, ayant l'air de n'avoir rien senti du tout. Il soupire, profondément déçu. Il leur demande si c'est sérieusement tout ce qu'ils ont dans le ventre. Il décide de leur montrer à quoi ressemble la vraie puissance. Une aura sombre et écrasante commence à tourbillonner autour de son poing. Il recule le bras, se préparant à lâcher une droite d'une force monumentale. Son poing percute l'air, et la forêt entière semble plier sous l'impact. L'onde de choc qui en résulte est une catastrophe absolue. Elle rase les arbres, stoppe la pluie et envoie toute la horde valser à l'horizon. En une seule frappe, la jungle a été transformée en terrain vague. Ma Géomgang se tient au centre de la destruction. Voici ma Géomgang. Les gens ont une très bonne raison de l'appeler la catastrophe naturelle. Il s'éloigne des décombres, cherchant un truc qui pourrait enfin représenter un vrai défi. Mais il y a un an, les choses étaient très différentes. À l'époque, ce n'était qu'un gamin maigrichon faisant ses adieux à sa famille. Le père et la mère de ma Géomgang étaient morts d'inquiétude. Ils pensaient que leur fils, fragile, n'avait rien à faire à voyager seul à travers le monde. Pour éviter qu'il ne se fasse un sang d'encre, il a menti en disant qu'il partait à l'étranger pour du bénévolat environnemental. Il voulait juste voir du pays. Ses parents ont fini par céder, lui disant de bien manger et de faire attention à lui. Il les a regardés avec un sourire, cachant le fait qu'il partait en réalité pour libérer enfin sa puissance réprimée. Ils lui ont fait un dernier câlin, le voyant toujours comme le petit garçon qui avait besoin de leur protection. En s'éloignant, la culpabilité de leur avoir menti a commencé à le ronger. Il avait passé toute sa vie à cacher sa force pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour lui. Mais il s'était promis qu'à son retour, il se rattraperait vraiment. Maintenant, 1 an plus tard, il regarde une photo d'eux sur son téléphone. Ils ont l'air si heureux ensemble. Il est devenu incroyablement fort, mais regarder ses parents lui donne un peu le mal du pays après une année d'errance. Il se dit qu'il est grand temps de rentrer à la maison. Il lui manque trop pour rester loin plus longtemps. Mais planté dans ce terrain vague, il sent qu'il lui manque un truc. Rentrer comme ça le laisse sur sa faim. Il s'est entraîné pendant une année entière, mais il n'a pas utilisé sa pleine puissance une seule fois. Ses poings le démangent. Il a vraiment envie de se lâcher et de réduire un truc en miettes avant de reprendre sa vie normale. C'est là qu'il repère un énorme pilier de roche à proximité, et un large sourire de prédateur s'étire sur son visage. C'est parfait. Il bondit jusqu'au sommet du pilier, se tenant très haut au-dessus du sol. Pour lui, ce n'est qu'une montagne de cailloux qui attend d'être brisée. Il veut un dernier souvenir de sa vraie puissance avant de la cacher à nouveau. Son poing commence à briller d'une intensité terrifiante. Fini de se retenir. Il rassemble chaque once de sa force pour une frappe à pleine puissance. Pleine puissance, crie-t-il. Ma Géomgang serre le poing, l'air autour ondulant d'une chaleur et d'une lumière intense. Il met tout ce qu'il a dans ce seul coup. Libération totale. Il abat son poing dans une frappe dévastatrice, déchirant l'air avec une lueur rouge aveuglante. Un flash soudain et silencieux de lumière blanche et éclatante consume toute la zone. La force pure de l'impact dépasse tout ce qui a été vu auparavant. L'onde de choc ne se contente pas de frapper le pilier. Elle le traverse de bout en bout, un pic massif d'énergie creusant profondément dans la croûte terrestre. Ma Géomgang regarde ça avec un sourire carnassier,
observant la destruction pure se déployer depuis le centre de l'explosion. Le pilier de roche est désintégré instantanément, réduit à un nuage d'éclats alors qu'un pilier de feu jaillit du point d'impact. La force est si grande qu'elle arrache des arbres entiers du sol et envoie des morceaux du paysage voler dans le ciel. Loin du site de l'impact, un énorme faisceau d'énergie perce les nuages, atteignant l'atmosphère. Depuis l'espace, une terrifiante fissure de lumière dorée commence à couper la Terre en deux. Puis, en un instant, le monde entier est englouti par une explosion globale et aveuglante. En quelques secondes, 9 milliards de personnes et toutes les espèces vivantes sur Terre sont complètement anéanties. Ma Geomgang se réveille flottant dans un vide sombre et vide. Il regarde autour de lui, hébété, se demandant où bordel il a atterri. Un géant colossal à la peau bleue, le roi de l'au-delà, se dresse au-dessus de lui. Geomgang a à peine la taille d'un grain de poussière à côté de lui. La voix tonitruante du roi emplit le vide, annonçant le début d'un procès pour un cas d'extrême danger. Geomgang pend la tête en bas, complètement paumé. Le géant déclare que ma Geomgang est classé comme un pêcheur de grade spécial pour ses actions. Geomgang atterrit sur une surface scintillante, essayant de retrouver ses esprits. Il comprend enfin ce qui se passe. Il est mort et fait face au jugement divin. Il n'a pas l'air effrayé, juste saoulé par la situation. L'œil sciant massif du roi le fixe, confirmant qu'il a bel et bien atteint l'au-delà. Geomgang lui rend son regard avec une intensité glaçante, refusant de se laisser intimider par la taille de l'être devant lui. Le roi de l'au-delà lève la main vers son marteau, prêt à rendre son jugement sur le mec qui a mis fin au monde. Avec un boom assourdissant, le marteau s'abat. Le verdict est tombé. Pour le crime d'avoir détruit la terre entière, ma Geomgang est condamné à passer l'éternité en enfer. Mais Geomgang ne l'entend pas de cette oreille. Il dit au géant de la fermer, affirmant que les seules personnes qui ont le droit de le juger sont ses parents. Il gueule sur le roi, argumentant qu'il a détruit la planète par accident et qu'un vrai roi aurait dû l'en empêcher. Il exige que le géant utilise ses pouvoirs pour réparer la terre et ramener tout le monde à la vie sur le champ. Le roi de l'au-delà baisse les yeux avec pitié, traitant Geomgang de créature stupide et inférieure pour ses exigences. Il demande si Geomgang pense vraiment que tout va bien juste parce qu'il n'a pas fait exprès de faire sauter le monde. Puis, le géant lâche la vérité ultime. Cet accident a tué les parents de Geomgang en même temps que tous les autres. Le visage de Geomgang se vide de ses couleurs alors que la réalité de son erreur le frappe enfin. Il reste sans voix, horrifié. Il se tient parfaitement immobile dans le vide, le poids des milliards de vies qu'il a terminées, y compris celle qu'il aimait le plus, l'écrasant. Le roi remarque le changement soudain de son attitude, se moquant de lui parce qu'il montre enfin une réaction maintenant que ses parents sont mentionnés. Un sourire cruel, plein de dents acérées, s'étire sur le visage du géant. Il décide de remuer le couteau dans la plaie. Il se penche, son œil gigantesque remplissant tout le champ de vision de Geomgang. Geomgang lève les yeux, sa colère commençant à bouillir. Le roi révèle la dernière partie de la punition. Les parents de Geomgang seront traînés en enfer avec lui. La rage remplace totalement le choc de Geomgang. Il hurle sur le géant, les yeux brillants d'une lumière blanche dangereuse. Une aura rouge sombre jaillit de son corps, ses muscles se tendant alors qu'il se prépare à frapper un dieu. Le géant se moque juste de ses regrets. Le roi de l'au-delà continue de sourire, satisfait de voir que Geomgang agit enfin comme le pêcheur qu'il est. Geomgang n'attend pas une seconde de plus. Il bondit haut dans les airs, préparant un coup de pied massif visant directement le visage du géant. L'œil du roi s'écarquille alors que le minuscule humain approche avec une vitesse et une puissance auxquelles il ne s'attendait clairement pas. Le coup de pied connecte avec une énorme explosion d'énergie, brisant le calme du géant et une partie de sa forme divine. Geomgang vole à travers les débris qu'il vient de créer, une traînée d'énergie blanche suivant le moindre de ses mouvements. La tête du géant est engloutie par une série de puissantes explosions alors que la frappe de Geomgang déchire son avatar divin. Il file à toute vitesse devant le visage du géant, les balances de la justice vacillant encore sous la force de son assaut soudain. La frappe de ma Geomgang atterrit avec un rugissement de tonnerre, et une explosion massive de lumière et d'énergie consume l'avatar du roi de l'au-delà. L'espace même du domaine de l'au-delà se brise en 1 million de morceaux scintillants, incapable de contenir la force pure du coup de poing de l'humain. Ma Geomgang atterrit en douceur sur un fragment flottant de réalité, levant les yeux pour voir que la tête de l'être colossal a été pulvérisée par l'impact. Depuis les restes du géant, une voix résonnante et déformée commence à rire, visiblement plus amusée que blessée par l'assaut. Soudain, ma Geomgang se retrouve à tomber à travers un vide sombre et infini, alors que les éclats de la dimension brisée tourbillonnent autour de lui comme du verre. Il atterrit lourdement sur un sol lumineux en forme de grille,
ses mains frappant le sol alors que la lumière aveuglante d'en haut commence enfin à se dissiper. Des applaudissements lents et délibérés résonnent dans le silence, attirant l'attention de Jeomgang vers une nouvelle silhouette qui s'approche depuis les ombres. Un homme musclé à la peau grise et au masque rouge, drapé de robe blanche, s'avance. Le roi de l'au-delà, maintenant à taille humaine, applaudit avec un sourire cruel. Jeomgang campe sur ses positions, fixant l'entité et exigeant de savoir qui, ou quoi, il est vraiment. L'homme révèle son identité. Je suis Chrono. Il parle avec un ton d'autorité absolue, ses yeux rouges brillant derrière son masque. Le roi de l'au-delà se présente comme le souverain suprême qui gouverne toute chose, regardant ma Jeomgang de haut comme s'il n'était qu'un vulgaire insecte. Il admet qu'il est impressionné par la force de Jeomgang et se moque de la demande précédente de l'humain de ramener tout le monde à la vie en utilisant le pouvoir d'un dieu. Il tient un modèle miniature et lumineux de la Terre dans sa paume, expliquant qu'annuler la destruction totale d'une planète nécessiterait une quantité massive de puissance. Le roi de l'au-delà ferme la main, déclarant que d'accorder une requête aussi énorme gratuitement serait beaucoup trop ennuyeux pour lui. Un sourire sadique s'étire sur son visage alors qu'il décide de proposer un pari à Jeomgang, son œil rouge perçant à travers la pénombre. Il tient la minuscule terre sur le bout de son doigt, déclarant que Jeomgang n'obtiendra son vœu que s'il parvient à devenir l'être le plus fort de tout l'enfer. Si Jeomgang parvient à conquérir l'enfer, le roi promet de remonter le temps jusqu'au moment précédant la pulvérisation de la terre. Pour faire monter les enchères, le roi de l'au-delà invoque une sphère de lumière contenant les âmes du père et de la mère de ma Jeomgang. Les yeux de Jeomgang s'écarquillent de choc en voyant ses parents, leurs âmes actuellement indemnes et pures, piégées dans l'emprise du dieu. Chrono le nargue, lui demandant s'il est prêt à tout risquer pour les sauver et effacer la terrible erreur qu'il a commise. La détermination brûle dans les yeux de Jeomgang alors qu'il demande confirmation. Il doit juste péter la gueule à chaque pécheur en enfer pour les récupérer. Sans une seconde d'hésitation, Jeomgang hurle son accord, prêt à affronter tout l'au-delà pour sauver sa famille. « Envoie-moi en enfer tout de suite !» crie-t-il, un sourire féroce de prédateur remplaçant son choc initial. Le roi de l'au-delà rit de son audace et pointe vers le bas, le condamnant aux profondeurs de l'enfer de la lutte infinie. Ma Jeomgang se tient au bord du gouffre alors que des mains spectrales et lugubres commencent à s'élever de la lueur rouge en dessous de lui. Il regarde par-dessus son épaule, une promesse silencieuse à ses parents qu'ils n'auront pas à attendre longtemps avant qu'ils ne viennent les chercher. Il dit au roi de l'au-delà de bien prendre soin d'eux pendant son absence, ignorant les véritables intentions cruelles du dieu. Chrono l'arrête soudainement, mentionnant une « pénalité » que Jeomgang n'avait pas envisagée, alors qu'il tend la main vers les âmes à nouveau. Le dieu révèle sa trahison ultime. Les parents de ma Jeomgang sont envoyés dans le même enfer que leur fils. Il lâche la sphère dans les profondeurs pourpres, riant que le fait d'avoir toute la famille réunie dans un lieu de souffrance éternelle rend les choses beaucoup plus drôles. « Espèce d'enfoiré !» rugit Jeomgang, se jetant en avant avec un poing levé pour frapper le dieu une fois de plus. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, des dizaines de mains grises et squelettiques attrapent ses jambes et son torse, l'entraînant en arrière dans le puits béant. Jeomgang est aspiré dans un liquide épais et sombre, sa lutte devenant inutile alors que les mains des damnés le traînent vers sa sentence. Le roi de l'au-delà fait un signe d'adieu moqueur, disant à l'humain qu'il n'est pas encore prêt à défier un être suprême. Il conseille à Jeomgang de se concentrer sur sa survie et de devenir le plus fort de l'enfer avant même de penser à la vengeance. Alors que Jeomgang plonge à travers le ciel rouge de la pègre, le roi de l'au-delà observe avec un sourire tordu et satisfait. Il tombe à travers une caverne dentelée où des hordes de démons et de pêcheurs musclés sont enfermés dans un combat brutal et sans fin. Jeomgang s'écrase au sol avec la force d'un météore, envoyant une onde de choc de lumière bleue et de poussière à travers l'arène. Il est allongé face contre terre au centre d'un cratère tout neuf, l'air autour de lui épais de l'odeur du soufre et de vieux sang. Il se redresse, serrant les dents dans un masque de fureur pure et absolue, alors qu'il murmure une malédiction dans sa barbe. Ses yeux brillent d'une lumière blanche dangereuse, sa détermination à mettre l'enfer à feu et à sang se solidifiant déjà. Il regarde par-dessus le paysage désolé et volcanique de l'enfer, où un œil rouge géant et fixe plane dans le ciel turbulent. Une paire de lourdes bottes noires se pose sur la roche dentelée couleur sang des enfers. Ma Jeomgang est allongé sur le sol, levant les yeux de surprise alors qu'une voix le salue, notant que son apparence est bien différente de ce qui était attendu. Une petite démone aux cheveux rouges vifs, avec de minuscules cornes noires et des ailes de chauve-souris, le regarde de haut avec une expression peu impressionnée. Une légende l'identifie comme Méphisto, un démon de Baran. Méphisto vérifie un appareil dans sa main, confirmant l'identité de Jeomgang pendant qu'il la dévisage, se demandant comment une démone en enfer pourrait déjà connaître son nom. Elle explique calmement que les pêcheurs de haut niveau viennent avec des données détaillées, avant de proposer de lui servir de guide dans ce royaume dangereux.
Ma Jeomgang n'est pas d'humeur à jouer. Ses yeux se plissent alors qu'il lui dit d'arrêter son baratin de guide et d'en venir au fait. Il serre le poing, une aura rouge d'une puissance intense s'enflammant autour de lui alors qu'il défie la démone de se battre si c'est ce qu'elle cherche. Les yeux de Méphisto s'écarquillent de choc face à son agression soudaine, et elle agite rapidement les mains pour signaler qu'elle n'est pas intéressée par un affrontement. Elle se présente formellement à nouveau, déclarant qu'elle est un démon appartenant à ce cercle spécifique de l'enfer. Méphisto ajoute qu'elle sert le seigneur Salomon, l'administrateur de l'enfer, bien qu'elle admette rapidement n'être qu'un larbin de bas étage dans la hiérarchie. Ma Jeomgang se frotte le front, réalisant que tabasser une employée de bas niveau ne lui donnera pas les informations dont il a besoin. Il la regarde avec un intérêt renouvelé, comprenant qu'en tant qu'employée de l'enfer, elle pourrait l'aider à localiser d'autres personnes. Il demande si son poste lui permet de traquer l'emplacement de tous ceux qui sont récemment tombés dans ce royaume. Sa voix descend d'un ton sérieux et lourd alors qu'il pose la seule question qui compte vraiment. Sais-tu où sont mes parents? L'ombre de ma Jeomgang plane sur la petite démone, faisant transpirer Méphisto alors qu'elle balbutie qu'elle ne pourrait pas connaître l'emplacement d'âmes aléatoires. Elle explique nerveusement qu'il ne garde pas de registres individuels pour les âmes, à moins qu'elles ne soient classées comme des pêcheurs de grade spécial comme lui. Méphisto tremble visiblement, son monologue intérieur s'emballant alors qu'elle se demande comment un simple humain pourrait posséder une présence aussi terrifiante et écrasante. Ma Jeomgang se tient droit, une aura sombre et menaçante jaillissant de son corps alors qu'il la fixe avec des yeux blancs brillants. Il serre la main en un poing serré, les veines saillantes alors qu'il menace de la tuer si elle ne trouve pas un moyen de lui obtenir les réponses qu'il veut. Le visage de Méphisto se crispe d'une terreur pure et incontrôlable lorsqu'elle réalise que cet humain pourrait facilement la détruire avant même qu'elle ait la chance de fuir. Elle panique, hurlant qu'elle va se renseigner et le guider correctement pour s'assurer que ses parents restent en sécurité et qu'elle reste en un seul morceau. Jeomgang lui donne un dernier avertissement glacial. Si ses parents subissent ne serait-ce qu'une seule égratignure, il la déchiquettera, elle et tout l'enfer. Méphisto se met immédiatement au garde à vous, raide et terrifiée, hurlant son obéissance alors qu'elle accepte son nouveau rôle en tant que servante. Elle pointe vers une silhouette lointaine assise sur un trône parmi les pics dentelés de l'enfer, l'avertissant qu'un être dangereux qui s'en prend aux civils y retient probablement ses parents. Jeomgang ne perd pas de temps, exigeant que Méphisto le conduise immédiatement à Jacques l'Éventreur. Méphisto explique que selon les standards de l'enfer, Jacques n'est en fait qu'un joueur de niveau intermédiaire comparé au vrai monstre. En marchant, Jeomgang demande qui est le vrai plus fort, mais apparemment, la première place est actuellement vacante. Il lui dit qu'une fois qu'il aura trouvé ses parents, il veut être conduit directement vers les poids lourds. Il a l'intention de tous se les faire et de réclamer l'enfer pour lui-même. Jeomgang est déterminé à devenir l'être le plus fort de tout ce royaume. Mais ce n'est pas seulement pour restaurer la terre. Il a toujours une énorme dent contre le roi de l'au-delà pour s'être moqué de lui plus tôt. Jeomgang veut une revanche, et cette fois, il va s'assurer que son coup de poing atterrisse vraiment. Ma Jeomgang n'est pas vraiment impressionné par le sens de l'orientation de sa nouvelle guide. Il commence à se demander si elle sait au moins où ils vont. Méphisto commence à transpirer, insistant sur le fait qu'ils y sont presque. Elle est juste un peu incertaine de l'endroit exact. Jeomgang la traité de flemmarde. La petite démone essaie de noyer le poisson, lui rappelant que c'est son premier jour de boulot. Intérieurement, elle bouillonne. Elle n'arrive pas à croire qu'un simple pêcheur réponde à un démon de cette manière. Soudain, une fille étrange avec des ailes et des pattes d'oiseau se pose devant eux. Elle tient une petite momie et décide que Jeomgang a l'air de faire une bonne nouvelle recrue. Elle se présente comme la fille Sphinx, une recruteuse pour l'organisation de la pyramide de Pharaon. Elle lui dit qu'il devrait les rejoindre, affirmant que c'est une occasion rare de faire partie d'un vrai système en enfer. Jeomgang sourit juste. Il n'est pas vraiment du genre à aller rejoindre des factions. La fille rit, disant que tout le monde essaie de jouer les durs au début. Elle l'avertit que le statut qu'il avait de son vivant ne signifie rien ici-bas. Pour prouver son point de vue, elle fait un geste vers une monstruosité massive à plusieurs yeux tapis en arrière-plan. Elle insiste sur le fait que les gens ordinaires doivent se serrer les coudes s'ils veulent survivre au cauchemar. Jeomgang s'arrête en fait pour réfléchir une seconde. Il se dit que s'ils sont un grand groupe, ils pourront peut-être l'aider à trouver ses parents plus vite. Méphisto ne l'entend pas de cette oreille. Elle chuchote que le groupe de la pyramide n'est qu'un tas de racailles avides de pouvoir. La fille Sphinx l'entend et se plante juste devant elle, demandant à la gamine de répéter. L'expression de Méphisto change. Elle arrête son numéro et dit à la recruteuse de dégager. Une vague massive d'énergie démoniaque jaillit d'elle, illuminant tout le terrain vague. Les recruteurs ne restent pas pour voir la suite. Ils se tirent aussi vite qu'ils le peuvent. Méphisto les regarde partir, pensant au mec qu'elle est censée guider.
Elle est littéralement un démon de l'enfer, pourtant elle a réalisé qu'elle s'était sentie intimidée par un humain. Elle essaie de s'en remettre, se convainquant que c'était juste un coup de bol d'une fraction de seconde. Mais le vrai test approche. Elle veut voir comment il s'en sort face à une légende comme Jacques l'Éventreur. Jeomgang se fout complètement de son monologue intérieur et lui dit de se bouger. Ils atteignent une vallée désolée remplie de croix de fortune. C'est ici. Jeomgang balaie la zone du regard, cherchant sa cible. Il repère une silhouette solitaire, assise tranquillement sur une pierre au milieu du cimetière. Méphisto l'avertit que l'Éventreur aime prendre son temps avec ses victimes. Jeomgang lui lance un regard glacial. Si ses parents sont blessés, il la mettra en pièces, elle et tout l'enfer. Il regarde de nouveau le cimetière. Il semble que le chasseur les ait enfin remarqués. Jacques l'Éventreur se lève, ses yeux brillants d'une intensité maniaque. Il a un grand sourire tordu, impatient de découper de la proie fraîche. Sans prévenir, le tueur disparaît dans un flou de mouvements. Il bouge comme un éclair, filant à travers le champ de croix. Il est partout, utilisant sa vitesse pour créer une ouverture sous n'importe quel angle. Il dérape sur le sol, pivotant pour un coup fatal. Il tombe d'en haut, abattant sa lame avec tout ce qu'il a. Une onde de choc d'énergie bleue explose à l'impact lorsque les deux entrent en collision. Mais la lame de l'Éventreur ne bouge plus. Jeomgang l'a attrapé avec 2 doigts. Le tueur légendaire se fige en plein vol, complètement stupéfait par ce blocage désinvolte. Jeomgang le fixe du regard. Il a quelques questions, et l'Éventreur va y répondre. Jeomgang ne se contente pas de bloquer, il arrache l'arme directement des airs. Jacques essaie d'utiliser sa vitesse pour tourner autour, mais il est pratiquement à l'arrêt. Le tueur sort une deuxième lame, refusant de croire que sa première attaque a échoué. Mais c'est mal connaître Jeomgang que de croire qu'il va lui laisser le temps de faire ses cascades. Il tend la main vers Jacques. D'un simple mouvement, il annule tout le combo tapac sans grave-l'œil de ce démon. Il ne jette même pas un coup d'œil aux débris, demandant plutôt où sont ses parents. Jacques commence à transpirer, réalisant qu'il a cherché des noises à un monstre. Il lève les mains dans une fausse reddition pour gagner du temps. Jeomgang sort son téléphone et lui montre une photo de sa mère et de son père. Le tueur se penche, plissant les yeux pour mieux voir les cibles. Il pointe au loin, affirmant avoir vu des gens comme ça un peu plus tôt. Il dit à Jeomgang qu'ils sont allés, par là, jouant les bons samaritains. Jeomgang n'y croit pas une seconde. L'histoire du mec est beaucoup trop arrangeante. Jacques ne peut pas s'en empêcher, l'idée de victime fraîche le fait se lécher les lèvres. Il continue son cirque, agissant comme un local amical. Il demande plus de détails, essayant d'inciter Jeomgang à baisser sa garde. Mais cet acte de gentillesse n'est qu'un prélude à un coup bas. Il crache un anneau de métal brûlant droit au visage de Jeomgang. Ça a sifflé près du visage de Jeomgang, mais une fraction de seconde plus tard, un projectile mortel a déchiré l'air, visant directement son œil. Une onde de choc dévastatrice éclate au moment où l'arme de Jacques s'écrase directement sur le visage de Jeomgang. Jacques fait tomber le masque, se vantant qu'il trouvera les parents et les mettra en pièces. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il réalisa avec horreur que sa lame était bloquée. Jacques ne l'a jamais vu venir. Jeomgang avait attrapé la lame, mordant dedans à pleines dents. L'air s'alourdit alors que la patience de Jeomgang arrive enfin à bout. Il dit à l'Éventreur de répéter cette menace, ses yeux brillant d'une lumière froide. Sentant le danger, Jacques essaie de se faufiler dans l'ombre. Il remplit ses mains de poignards, prêt à tout déchiqueter. Il bondit dans les airs et fait pleuvoir une tempête d'acier. Des dizaines de lames sifflent en descendant, visant à clouer Jeomgang au sol. Au lieu d'esquiver, Jeomgang prend juste une grande inspiration. Il expire une véritable onde de choc qui déchire l'air. L'explosion est si puissante qu'elle pulvérise chaque poignard en plein vol. L'Éventreur reste figé alors que ses armes tombent comme de vulgaires déchets. Il a perdu la voix, fixant un mec qui vient de balayer son attaque d'un simple souffle. Avant qu'il ne puisse réagir, la main de Jeomgang se referme sur son visage comme un étau. Il soulève le tueur et le claque verticalement dans le sol. L'impact crée un énorme cratère, envoyant une colonne de poussière dans le ciel. Il maintient la tête de Jacques profondément dans les décombres pour s'assurer qu'il a son compte. Il regarde les restes brisés d'une légende avec un mépris pur. Depuis la crête au-dessus, Méphisto observe les conséquences dans un silence total. Elle en a la mâchoire décrochée. Elle n'a jamais vu un pêcheur faire ça à une âme de haut rang. Elle sait que Jacques a survécu un siècle en enfer, et pourtant Jeomgang vient de l'écraser. Méphisto fixe bouche bée l'Éventreur brisé, incapable de croire qu'une légende a été effacée si facilement.
Elle regarde le dos de Jeomgang, frissonnant face au poids écrasant de l'aura qu'il dégage. À des kilomètres de là, un long télescope orné pivote, se concentrant sur la scène du carnage. Pharaon, roi de la pyramide, un homme mince en robe blanche avec un masque en or, regarde à travers l'objectif. Derrière le sourire permanent de son masque, le roi remarque les prouesses physiques impossibles de Jeomgang. Il ne veut pas seulement regarder, il veut réclamer ce pouvoir pour lui-même. Il félicite ses subordonnés, une fille sphinx et une momie, d'avoir trouvé une recrue d'une telle qualité. Pharaon se tourne de nouveau vers le télescope, analysant le comportement de Jeomgang à travers le verre magique. Il remarque que l'homme ne fait pas que tuer, il cherche quelque chose avec une obsession évidente. Un plan sinistre commence à prendre forme dans l'esprit ancien et calculateur du pharaon. Le télescope se déplace pour se concentrer sur un couple marchant dans la brume infernale, les parents de Jeomgang. Pharaon décide que ces deux-là sont la clé pour obliger ce monstre en pantalon rouge à lui obéir. Ignorant les yeux qui l'observent, Jeomgang avance avec une concentration singulière. L'air de cette strate de l'enfer est lourd d'une odeur de soufre et de vieux sang. Au fin fond du terrain vague, Ma Yeonmin et Wang Suna peinent à avancer sur ce terrain accidenté. Les parents de Jeomgang ont l'air totalement à l'ouest dans ce royaume de cauchemar. Yeonmin s'appuie lourdement sur sa canne, son corps endolori par la chaleur implacable. Chaque respiration est comme avaler des charbons ardents pendant qu'ils errent dans ces ruines désolées. Sunae s'assure que son mari va bien, son propre visage marqué par l'épuisement et la peur. Ils sont tellement minuscules qu'un ogre géant de passage ne les remarque même pas en écrasant le sol. Yeonmin réalise que ce n'est pas un rêve. Ils sont véritablement coincés dans un pays peuplé de vrais monstres. Son cœur se brise à l'idée que son fils soit piégé dans ce même cauchemar horrifiant. Ailleurs, Jeomgang est assis sur les restes d'une bête géante, ses pensées tournées vers sa famille. Méphisto revient d'une reconnaissance, signalant qu'il n'y a toujours aucun signe de ses parents dans le coin. Elle ressent un pincement de culpabilité, l'ayant mené dans des pièges qu'il s'est contenté de fracasser. Imperturbable face à ces pièges, Jeomgang demande l'emplacement de sa prochaine cible. Méphisto commence à se demander si cet homme a vraiment ce qu'il faut pour défier les vrais rois de l'enfer. Elle lui dit que le prochain est une véritable puissance de premier ordre, pas un vulgaire voyou de bas étage. Les yeux de Jeomgang se plissent, son appétit pour un vrai combat étant enfin aiguisé. Alors qu'il marche à travers l'étendue rocheuse, il demande plus d'informations sur ce nouvel adversaire. Méphisto décrit une créature qui ne se réveille que pour dévaster tout ce qui se trouve sur son passage. Il s'approche d'une grotte qui bourdonne d'une énergie ancienne et primitive, le repère d'une légende. À l'intérieur attend le renard à 99 queues, une créature géante à la fourrure blanche et aux yeux bleus luisants. Un petit sourire carnassier apparaît sur les lèvres de Jeomgang à la mention d'un ennemi de premier ordre. Il se dirige vers l'entrée de la grotte, ressemblant plus à un touriste détendu qu'à un tueur de monstres. Une vibration basse et grondante fait trembler le sol, résonnant depuis la sombre gorge de la montagne. Au fond, le renard à la fourrure blanche remue dans son sommeil, ses immenses queues frétillant. Ses yeux bleus géants et luisants s'ouvrent brusquement, sentant l'arrivée d'un invité surprise. Méphisto l'avertit qu'ils se tiennent en plein cœur du territoire du renard. Elle suggère de chercher ses parents rapidement, pendant que la bête est encore à moitié endormie. Ils se tiennent au bord d'un trou béant, cherchant le moindre signe de vie dans la pénombre en bas. Une violente explosion soudaine de poussière venant du cratère répond à sa question sur l'emplacement du renard. Jeomgang reste calme alors qu'une ombre de la taille d'une montagne s'abat sur lui, notant que leur hôte est enfin réveillé. Le renard à 99 queues, une bête colossale de fourrure blanche et de fureur primitive, plane sur les intrus avec des intentions meurtrières. Méphisto lève les yeux dans une horreur absolue, réalisant que le mot « énorme » ne commence même pas à décrire la créature devant eux. Les yeux bleus brillants du renard se fixent sur eux, irradiant une pression spirituelle si lourde qu'on a l'impression que l'air lui-même se solidifie. Malgré cet affichage écrasant de puissance, Jeomgang reste parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Ses yeux se plissent, sa concentration s'aiguisant alors qu'il commence à analyser l'immense cible devant lui. La bête grogne, croc dénudé, se préparant à effacer ce minuscule humain de l'existence. Au lieu de la peur, un sourire sombre et impatient s'étire sur le visage de Jeomgang. Il s'avance nonchalamment, ignorant complètement les grognements menaçants de la créature et la différence de taille hallucinante. Méphisto observe depuis la touche, abasourdi par cette confrontation étrange entre l'homme et la bête ancienne. Avec une explosion de vitesse soudaine, Jeomgang s'élance dans les airs, son poing enflammé d'une aura rouge brûlante. Il percute le flanc du renard, l'impact créant une onde de choc qui fait trembler les fondations même de la caverne.
La créature massive fut repoussée en arrière, son propre poids creusant une profonde tranchée dans le sol de pierre. Depuis la touche, Méphisto a pu voir clairement qu'une des queues du renard avait été complètement désintégrée par la dernière frappe de Geomgang. Il dérape pour s'arrêter, un grognement bas et guttural s'échappant de sa gorge alors qu'il lutte pour comprendre le coup. De la fourrure blanche luisante et des fragments spirituels dérivent dans l'air comme de la neige, marquant la perte d'une queue légendaire. Geomgang enchaîne avec un violent coup de pied, et Méphisto réalise en sursautant que la bête vient juste de perdre une vie. Il ne lui laisse pas un instant pour récupérer, plaçant un uppercut brutal qui fait violemment reculer la tête massive de la créature. Le renard parvient à se redresser, ses nombreuses queues restantes fouettant l'air alors qu'il prépare une contre-attaque. Le compteur de ses vies chute rapidement, dégringolant de 99 à 88 en une poignée de secondes. Geomgang essuie un petit filet de sang sur sa joue, son sourire ne faisant que s'élargir en sentant la brûlure. Il lâche un petit rire sourd, savourant le fait d'avoir enfin trouvé quelqu'un capable de le faire saigner. Le renard à 99 queues le fixe en silence, ses yeux bleus glaciers reflétant une prudence toute nouvelle. Des éclairs bleus commencent à danser sur sa fourrure alors qu'il rassemble sa puissance spirituelle pour une émission d'énergie colossale. Toute la caverne bourdonne sous la puissance du renard qui se prépare à tout donner face à cet humain en pantalon rouge. Le renard à 99 queues se charge, sa griffe brillant d'une énergie bleue concentrée. Un énorme coup de griffe fend l'air, mais ma Geomgang se penche juste en arrière, laissant l'explosion siffler devant son visage. Méphisto recule en catastrophe, gardant à peine l'équilibre alors que le paysage se fait déchiqueter derrière elle. La bête légendaire ne se retient pas, crépitant d'éclairs alors qu'elle bondit pour un nouveau coup mortel. Un rayon d'énergie pure tranche le ciel. Il s'écrase sur les falaises, vaporisant la roche solide en un pilier de feu bleu. Le renard concentre sa puissance entre ses pattes, préparant une attaque à grande échelle. Des dizaines de lames d'énergie pleuvent, transformant toute la caverne en un piège mortel. Une explosion massive se déclenche, une lumière blanche et bleue engloutissant tout en vue. L'onde de choc envoie presque valser la petite démon guide qui contemple le carnage avec incrédulité. Geomgang se tient au milieu d'un nouveau cratère, admettant que le renard a en fait une puissance décente pour un être de premier ordre. Il esquive avec facilité une autre explosion verticale, se moquant de la bête qui tire à l'aveugle en espérant un coup de chance. Le mec réduit la distance en un clin d'œil, plaçant un solide coup de poing droit sur le museau du renard, effaçant instantanément une bonne partie de ses vies. Il ne lui laisse pas une seconde pour s'en remettre, bondissant haut dans les airs pour la prochaine attaque. Un autre coup lourd connecte, envoyant une onde de choc qui fait vibrer l'air. Une explosion colossale secoue la caverne alors que la bête est martelée dans le sol. C'est une raclée totale. Geomgang bouge si vite qu'il arrache les queues du renard par douzaines. Le renard à 21 queues pousse un rugissement qui ferait fuir n'importe quelle personne sensée. Mais ma Geomgang n'est pas vraiment sensé. Il est déjà en l'air, fonçant droit sur la bête. Une onde de choc énorme ondule dans l'air alors qu'il passe à l'attaque. Il a un sourire de taré sur le visage, profitant clairement du frisson d'un vrai combat. Il commence à rire hystériquement, survolté d'avoir trouvé un truc qui peut encaisser un coup. Méphisto regarde de loin, se demandant si tous les humains sont aussi détraqués. Il recule le poing, concentrant chaque once de sa force délirante dans une seule frappe. Le coup de poing connecte avec une force suffisante pour fracasser le sol sous le renard géant. Un pilier de lumière massive jaillit, tirant droit vers le ciel écarlate. Geomgang reste en l'air une seconde, entouré de l'énergie tourbillonnante de sa propre frappe. Le faisceau d'énergie est aveuglant alors qu'il s'abat sur la créature mythique. Le renard à 21 queues est enseveli sous la pression alors que le paysage commence à se désintégrer. Un énorme cratère s'ouvre là où se tenait la bête, engloutissant tout ce qui s'y trouve. Méphisto en croit à peine ses yeux. Ce petit nouveau crève complètement le plafond. D'épais nuages de poussière et de fumée remplissent l'air alors que l'énergie commence enfin à retomber. Au fond des décombres, une petite paire d'yeux brillants jette un coup d'œil depuis les ombres. Le monstre géant a disparu, remplacé par un minuscule renard blanc aux yeux écarquillés. En fait, il a frappé si fort qu'il a vidé ses vies jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus que deux. Le petit gars regarde autour de lui, complètement lessivé et mort de trouille. Geomgang atterrit et le regarde de haut, déçu que son jouet ait rétréci à ce point. Il commence à lui hurler dessus pour qu'il repousse et reprenne le combat. Mais le petit renard est trop occupé à trembler pour penser à riposter. Il le supplie de le mordre ou de le griffer, n'importe quoi pour l'empêcher de s'ennuyer. Le renard décide d'abandonner purement et simplement, se roulant sur le dos comme un vulgaire animal de compagnie. Geomgang reste là à le fixer, incrédule, réalisant que son partenaire d'entraînement a officiellement pris sa retraite.
Ils étaient loin de se douter que pendant que la bataille faisait rage, leur affrontement avait déjà attiré l'œil des puissances les plus mortelles de l'enfer. La fille Sphinx vole dans le ciel, portant un mystérieux paquet bandé. Elle marmonnait pour elle-même que ce nouveau n'était pas si mal. À l'intérieur des bandages se trouve Jacques l'Éventreur, maintenant transformé en un serviteur sans cervelle plein de dents. L'éclaireuse tremble encore, essayant de comprendre la puissance dont elle vient d'être témoin. Soudain, Méphisto tombe de nulle part et atterrit juste derrière elle. La fille Sphinx sursaute presque hors de sa peau, ne s'attendant clairement pas à prendre une autostoppeuse. Méphisto lui dit de laisser tomber le vouvoiement, elle a de plus gros problèmes à gérer. Elle s'incruste sur le dos de l'éclaireuse, prenant le contrôle de la mission. Elle réalise que le groupe de Pharaon ne suffira pas à gérer un monstre comme Geomgang tout seul. Son nouveau but est de former une alliance avec les puissances de premier ordre de l'enfer. La fille Sphinx accepte, mais elle est clairement terrifiée à l'idée de ce qui se passera s'ils échouent. Méphisto s'assure qu'elle retienne bien le nom de l'humain, Ma Geomgang, pour qu'elle ne l'oublie pas. Elle regarde le cratère qu'il a laissé derrière lui, évaluant sa nouvelle cible. Elle est bien décidée à l'arrêter avant qu'il ne renverse toute la hiérarchie de l'au-delà. Elle plaque la fille Sphinx, lui faisant bien comprendre qu'elle attend des résultats, pas des excuses. Elle envoie l'éclaireuse proposer l'alliance au larbin de Pharaon. Méphisto la regarde partir, jurant qu'elle ne laissera pas un drogué de la baston comme lui diriger l'enfer. Méphisto bouillonne. Elle est bien décidée à briser la volonté de Geomgang, quel qu'en soit le prix. Mais franchement, sa confiance n'est surtout qu'une façade pour l'instant. Elle soupire, frappée soudain par la réalité. Elle était trop pétrifiée pour même oser l'ouvrir devant lui. Pourtant, elle pense pouvoir utiliser son but de retrouver ses parents pour finalement le contrôler. Elle lève les yeux, surprise de voir le mec lui-même debout pile devant elle. Ma Geomgang la fixe juste, lui demandant pourquoi elle le dérange encore. Elle n'en croit pas ses yeux. Il caresse nonchalamment le légendaire renard à 21 queues comme si c'était un chat domestique. Pour lui, c'est rien, juste une petite récompense après un combat rapide et facile. Il lui explique que la plupart des bêtes qu'il affronte finissent comme ça, même celles censées être au top. Méphisto reste sans voix, réalisant qu'il a soumis un véritable renard yokai uniquement par la force brute. Elle se met à penser qu'elle aurait peut-être dû prévenir les autres de ramener beaucoup plus de renforts. Pendant ce temps, de retour dans le domaine de Pharaon, les choses deviennent beaucoup plus politiques. Pharaon, le roi de la pyramide, tient sa cour, et il a gardé un œil très attentif sur Geomgang. Le niveau de puissance brute qu'il observe dépasse de loin tout ce qu'il avait anticipé d'un humain. Il décide sur le champ qu'il doit absolument avoir Geomgang pour lui tout seul. Il ordonne à ses fidèles d'aller de l'avant et de forcer l'alliance de premier ordre immédiatement. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut que le roi démon et la reine succube Hélène soient également de la partie. Il prévoit de monter tous les rois de l'enfer les uns contre les autres, en utilisant l'humain comme prétexte parfait. Il rit sous cape, espérant que sa cupidité finisse par payer cette fois. Il dit à la fille Sphinx de continuer à chercher la fameuse chose capable de briser la détermination de Geomgang. Et on dirait qu'ils ont déjà trouvé le talent parfait pour les aider à commencer. Quelqu'un est amené, et il ne vient clairement pas de son plein gré. C'est Jacques l'Éventreur, et il est traîné par des momies. Pharaon joue les mecs polis, faisant comme si tout ça n'était qu'un petit malentendu. Jacques se retrouve agenouillé devant le trône massif du roi de la pyramide. Pharaon s'adresse à lui directement, évoquant sa récente défaite humiliante face à l'humain. Jacques transpire à grosses gouttes, conscient qu'il se trouve dans une position très dangereuse. Pharaon lui dit qu'il est libre de refuser, mais lui montre ensuite à quoi ressemble l'alternative. Un groupe de momies et de brutes terrifiantes attend juste l'ordre de le mettre en pièces. Ils exhibent leurs armes, lui faisant bien comprendre que Jacques n'a pas vraiment le choix ici. Jacques déglutit, réalisant qu'il est complètement pris au piège. Il se jette immédiatement à genoux, suppliant de faire tout ce qu'ils lui demanderont. Pharaon adore cette attitude, annonçant à Jacques qu'il est sur le point de devenir l'un de ses nouveaux amis. Mais dans le monde de Pharaon, être un « ami », c'est beaucoup plus douloureux que ça en a l'air. Il dit au groupe d'accueillir leur nouveau compagnon. Jacques se met à hurler quand les momies s'agglutinent sur lui pour commencer le traitement. La fille Sphinx regarde la transformation commencer, obéissant aux ordres de Pharaon à la lettre. Quand ils en ont fini, Jacques n'est même plus humain, juste une monstruosité à plusieurs membres soumise à la volonté de Pharaon. Son humanité a disparu, remplacée par n'importe quelle création horrible dont Pharaon avait besoin pour ses plans. La rumeur de l'Alliance commence à se répandre, atteignant jusqu'au château du roi démon. Les émissaires de Pharaon arrivent aux portes, déclarant bruyamment leur présence et le nom de leur maître.
Ils sont observés à travers une boule de cristal alors qu'ils proposent officiellement l'alliance au maître du château. Le roi démon sourit avec mépris, clairement pas impressionné par l'offre qu'on lui présente. D'un simple claquement de doigts, il commence à invoquer une quantité terrifiante d'énergie sombre. Le ciel au-dessus du château bouillonne d'éclairs surnaturels alors que sa puissance déborde. Un éclair colossal frappe le sol juste devant les portes du château. L'un des émissaires est instantanément vaporisé par l'explosion, laissant son compagnon trembler de terreur. Le message est passé 5 sur 5. Le roi démon a officiellement rejeté l'alliance. Au fin fond d'une autre partie de l'enfer, les émissaires atteignent le domaine de la reine succube. Ils ressemblent à de minuscules fourmis alors qu'ils présentent leur cas devant son lit à baldaquin géant et orné. Hélène, la reine succube, se prélasse confortablement, écoutant la proposition avec une expression d'ennui. Au début, elle semble se foutre royalement des jeux politiques ou des alliances. Mais ensuite, le nom de Mageomgang est mentionné, et ses yeux s'illuminent soudain d'intérêt. Un sourire malicieux s'étire sur son visage. Elle a décidé qu'il était temps de sortir et de voir les choses par elle-même. Elle active son « drain des phéromones », ses yeux brillant d'une lumière étrange et séduisante. Une puissante pulsation d'énergie violette jaillit d'elle, secouant les fondations même de son palais. L'aura séductrice se répand sur le paysage comme un brouillard empoisonné. Au loin, Jeomgang marche toujours, totalement ignorant qu'un nouveau prédateur a flairé son odeur. Il s'arrête une seconde, sentant un étrange changement dans l'air, mais il ne se laisse pas distraire. Hélène l'observe grâce à sa magie, absolument subjuguée par la force brute qu'il dégage. Elle se tourne vers les émissaires tremblants, sa respiration se faisant lourde d'excitation. Elle est obsédée. Elle ne peut s'empêcher de penser aux efforts qu'il a fallu pour bâtir un corps aussi parfait. Elle rigole, sachant que les hommes qui ont passé leur vie à se priver sont les plus faciles à briser pour elle. Avec un clin d'œil enjoué, elle souffle un baiser magique en forme de cœur vers son public. Les petits cœurs atterrissent sur les joues des émissaires, scellant instantanément leur destin. Leurs yeux se transforment en cœurs alors qu'ils hurlent leur loyauté éternelle envers leur nouvelle maîtresse. Hélène s'éloigne avec un sourire confiant, ayant déjà oublié leur nom alors qu'elle les ajoute à sa collection des « esclaves de l'amour ». Elle ordonne à sa nouvelle armée de se préparer pour une marche totale vers sa proie. Une véritable mer de soldats aux yeux en forme de cœur rugit à l'unisson, prête à mourir pour un seul de ses regards. Toute la région est mobilisée, avec une armée massive de mecs transis d'amour marchant dans les canyons rouges. Pendant ce temps, Jeomgang est occupé à gérer un compagnon beaucoup plus petit et bien plus grognon. Il utilise littéralement le légendaire renard à 99 queues comme boussole vivante, au grand désarroi de Méphisto. Il explique qu'il emprunte juste l'instinct naturel de l'animal pour pister l'odeur de ses parents. Méphisto admet que c'est bien joué, puisque les renards yokai sont incroyablement sensibles à l'énergie des êtres vivants. Cependant, elle est toujours très sceptique concernant toute cette partie de coopération du plan. Elle sait que même s'il a soumis le renard à coups de poing, le cœur de l'animal est toujours aussi fier et têtu. Le renard, une créature d'une puissance et d'une fierté immense, est assis là avec l'air d'en avoir complètement marre de cet humain. Jeomgang n'en a rien à foutre de sa fierté. Il veut juste savoir s'il peut vraiment servir de chien d'aveugle. Le renard lâche un aboiement sec, semblant accepter la tâche pour le moment. « Bien. On y va », dit Jeomgang, alors que Méphisto le suit avec un air inquiet. Il regarde au loin, sa détermination brûlant plus que jamais. Il peut presque voir les visages de ses parents, et il leur promet silencieusement qu'il arrive pour les sauver. Ailleurs, la fille Sphinx est en mouvement, volant dans le ciel rouge tout en portant le Jacques l'éventreur mutant. Et la reine Hélène continue de se prélasser sur son lit, portée par son armée infinie d'esclaves obsédés alors qu'ils se dirigent vers leur cible. Ma Jeomgang se tient droit avec Méphisto et le petit renard blanc, prêt à affronter ce qui l'attend. Son expression est intense, ses yeux fixés sur l'horizon alors qu'une puissance massive approche. « C'est quoi ce bordel ?» marmonne-t-il, sentant un battement rythmé au loin. Méphisto a l'air inquiète, reconnaissant la signature unique de la force qui arrive. Ah, il fallait que ça tombe maintenant. Au loin, une armée d'hommes torse nus avec des yeux en forme de cœur s'avance, portant un immense lit à baldaquin. Méphisto explique, c'est Hélène et ses esclaves. Hélène, la reine succube, se prélasse sur son lit, pouffant de rire en voyant à quelle vitesse ils sont arrivés. Elle jauge Jeomgang de la tête aux pieds, clairement impressionnée par ce qu'elle voit. Oh my. De près tu es encore plus tentant. D'un battement de ses grandes ailes de chauve-souris, elle descend de son lit vers le groupe. Je suis la souveraine des mâles, la reine des phéromones. La reine succube Hélène, annonce-t-elle avec grandiloquence. Ses yeux violets brillent d'une lumière hypnotique.
Je suis venu en personne pour faire de toi mon esclave. Considère ça comme un honneur. Jeomgang se fout de ses titres ou de sa beauté. Si tu es là pour te battre, arrête tes conneries et ramène-toi. Méphisto observe avec effroi, sachant qu'Hélène est le pire adversaire possible pour quelqu'un comme Jeomgang. La compétence de charme d'Hélène n'est pas un truc qui peut être contré par de la simple force physique. Elle fait un petit geste en forme de cœur avec ses doigts, irradiant une aura de séduction absolue. Méphisto se demande comment ce guerrier rentre dedans pourra bien gérer ce genre d'assaut magique. Hélène sourit avec confiance, appelant les hommes écervelés derrière elle ses « esclaves de l'amour ». Elle ordonne à son armée d'attaquer, leur commandant de se battre jusqu'à ce qu'ils tombent. Les mecs, complètement sous son charme, rugissent avec une dévotion terrifiante et singulière envers son cœur. L'un des plus gros esclaves fonce, les yeux vitreux et remplis de cœurs violets. Toute une escouade d'esclaves musclés suit, leur corps gonflé d'une énergie surnaturelle. Jeomgang ne sourcille même pas quand le premier assaillant lui balance une énorme droite. D'une seule frappe fulgurante, il envoie le premier esclave valser dans les airs. Le sourire en coin de Jeomgang s'élargit. Il est plus que ravi d'utiliser ses poings pour briser n'importe quel sort. Dans un flou de mouvements, il commence à démonter systématiquement toute l'armée des « esclaves de l'amour » avec une efficacité brutale. Ma Jeomgang se ferait un chemin dans la foule, couchant ces types comme si c'était un échauffement. Ils ont littéralement des cœurs dans les yeux, mais il n'est pas vraiment d'humeur câline. Un coup de pied connecte, en envoyant un autre volet. C'est moins un combat qu'un grand nettoyage à sens unique. D'en haut, la reine succube Hélène observe le chaos. Elle n'arrive pas à croire que ces guerriers se fassent démonter aussi facilement. Elle est sincèrement confuse. Elle a choisi ces mecs elle-même et les a boostés, pourtant ils n'arrivent même pas à le toucher. Hélène devient obsédée. Elle décide sur le champ qu'elle fera de ce mec le sien, peu importe le prix. Elle lui envoie un charme en forme de cœur, faisant monter la température surnaturelle. Ma Jeomgang lève juste les yeux vers elle, pas du tout impressionné par ce jeu de lumière clinquant. Le charme fonce droit sur son visage, et il penche nonchalamment la tête pour le laisser passer. C'est comme s'il esquivait une mouche. Hélène n'a pas l'habitude d'être ignorée. Elle lui dit d'arrêter d'esquiver et d'accepter son cadeau. Elle lâche un barrage massif d'énergie du cœur, essayant de le noyer sous les phéromones. La patience de ma Jeomgang est officiellement épuisée. Il fonce dans la foule, ne laissant qu'un flou derrière lui. Il arme un coup de poing, et l'air autour de son poing hurle littéralement sous la pression. Il frappe le sol, et l'onde de choc qui en résulte rase tout dans le coin. Hélène regarde l'explosion d'en haut, son sourire confiant commençant enfin à vaciller. La force de la déflagration l'envoie bouler en arrière dans les airs. Pendant que la poussière retombe encore, ma Jeomgang soulève d'une main, tranquille, un rocher de la taille d'une maison. Il fixe la reine, prêt à mettre fin à cette interruption. Il lui balance le rocher géant en pleine poire. Hélène réalise qu'elle ne peut plus jouer les gentilles. S'il veut faire son sauvage, elle va devoir le briser. Elle invoque son fouet à phéromones de la reine, une spirale massive d'énergie rose qui illumine tout le terrain vague. Elle a ce regard de taré dans les yeux maintenant. Fini de jouer. Elle fouette l'air, le cou fend dans l'espace avec un claquement qui résonne comme le tonnerre. Le terrain se fait littéralement déchiqueter. Des explosions d'énergie rose creusent le sol partout où le fouet atterrit. Méphisto et le petit renard ne veulent pas être mêlés à ça, se carapatant pour échapper aux tirs croisés. Hélène rit en balançant encore plus de puissance dans l'assaut, lui demandant comment il trouve un vrai combat. Ses larbins lobotomisés continuent de l'acclamer, même en se prenant les dégâts collatéraux en pleine figure. À travers tous ces flashs de lumière et cette fumée, ma Jeomgang reste juste là, ayant l'air de s'ennuyer à mourir. L'énergie bourrée de phéromones crépite autour de lui, mais ça ne le ralentit absolument pas. Il regarde l'immense fouet lumineux et demande si c'est juste un grand fouet ordinaire. Il fait un petit sourire condescendant. Pour un mec qui pète la gueule aux dieux, un fouet magique n'est qu'une corde glorifiée. Ma Jeomgang ne fait pas qu'encaisser le coup. Il a chopé le fouet d'Hélène et refuse de lâcher prise. Il a même un grand sourire, appréciant clairement la lutte malgré toute cette énergie rose qui crépite autour de lui. Un bon coup sec et il tire Hélène droit vers lui. Hélène n'arrive pas à y croire. Son fouet est censé être son arme ultime, pas une corde pour jouer au tir à la corde. Elle est complètement sur le cul parce que personne n'a jamais été capable de gérer son fouet à phéromones comme ça avant. L'énergie monte alors qu'elle essaie de reprendre le contrôle. Elle décide d'arrêter de jouer et révèle le vrai but de ce fouet. Il ne s'agit pas des dégâts physiques. Il s'agit des phéromones roses bonbons qu'elle vient de déverser sur toute la zone. Elle lève la main, se préparant à activer son attaque spéciale. D'un claquement de doigts,
Elle déclenche le processus de conversion. Un pilier massif d'énergie violette avale le champ de bataille. Méphisto observe depuis la touche. Elle craint que Geomgang se soit vraiment fait prendre au piège cette fois. Méphisto voulait qu'il redescende d'un cran, mais elle ne voulait carrément pas qu'il devienne un esclave décérébré. Hélène flotte à travers la brume rose, la poitrine haletante après avoir mis autant de puissance dans une seule attaque. L'un de ses esclaves de base lève les yeux vers elle, sentant l'ordre de la reine. Le mec est complètement cramé, les yeux en forme de cœur et tout le bordel. Hélène se tient là comme si elle avait déjà gagné, profitant de la lueur de sa victoire. Elle se sent plutôt fière d'elle en ce moment. Elle passe droit devant ses larbins, qui rampent sans leur accorder un regard. Elle dit à Geomgang qu'il est la première personne à l'avoir poussé aussi loin. Elle est sincèrement surprise de le voir encore debout. Geomgang tient bon, mais c'est clair qu'il force pour garder son sang-froid. Il serre les dents, réalisant que son corps ne fait plus ce qu'il lui dit. Hélène tend la main, pensant qu'elle est sur le point d'apporter la touche finale à son nouveau petit animal. Méphisto regarde toute la scène avec un regard de terreur absolue. Elle réalise qu'Hélène est sur le point d'utiliser sa compétence ultime. Elle essaie de hurler un avertissement, disant à Hélène qu'elle ne peut pas utiliser une telle attaque en public. Mais Hélène s'en tape. Elle y va franco avec Phéromone Max, se plantant juste devant le visage de Geomgang. Méphisto ne peut que regarder avec horreur l'énergie atteindre son paroxysme. Geomgang pousse un rugissement alors que les phéromones le percutent comme un putain de train de marchandises. Hélène s'arrête une seconde, se demandant si elle a enfin brisé. Au lieu de s'effondrer, Geomgang hurle qu'il déborde littéralement de puissance. Hélène sourit juste, pensant que ce pic d'énergie est exactement ce qui va faire disjoncter son esprit. Elle lui dit qu'il se sentira aussi bien pour le reste de sa vie en tant que son esclave dévoué. Elle envoie un petit cœur d'énergie vers le sol d'un coup de doigt. Elle le regarde de haut et lui ordonne de lui embrasser les pieds. Geomgang reste juste planté là en silence, la tête baissée. Hélène pense qu'elle a enfin exactement là où elle le voulait. Puis Geomgang lève les yeux, d'un calme absolu, et lui demande pourquoi elle s'est arrêtée de se battre. Hélène en a la mâchoire qui se décroche. Le mec pète la forme, et il a l'air de s'ennuyer. Sans dire un mot de plus, Geomgang arme son bras et lui balance une droite en pleine mâchoire. L'impact est tellement monumental qu'il aplatit pratiquement le terrain, envoyant une onde de choc à travers tout le désert. La poussière commence à retomber après cette mandale de monstre, laissant un énorme cratère là où Hélène se tenait. Mais Geomgang reste juste là, pas le moins du monde perturbé par la destruction qu'il vient de causer. Il regarde le cratère, attendant de voir si elle a vraiment son compte pour aujourd'hui. Hélène s'accroche à peine à la conscience, ses oreilles sifflant encore sous l'impact de ce coup. Elle est complètement sonnée, autant physiquement que mentalement, incapable d'assimiler qu'un humain puisse frapper aussi fort. L'onde de choc a été si violente qu'elle a littéralement balayé toute la zone de ses phéromones persistantes. Elle se met à cracher de la fumée, ayant totalement perdu sa prestance. Elle le regarde d'en bas, répétant que ça ne devrait pas être possible. Son cerveau tourne en boucle sur une seule question. Comment c'est arrivé? Elle ne pige pas comment quelqu'un peut juste ignorer ses phéromones poussés au max comme si de rien n'était. Geomgang se dresse au-dessus d'elle, ses yeux brillant de cette même lumière blanche intense. Hélène transpire à grosses gouttes, levant vers lui des yeux écarquillés et tremblants. Geomgang arme un autre poing, prêt à mettre fin au combat ici et maintenant. Hélène ferme les yeux et l'accepte. Elle préfère une mort propre plutôt que de supplier pour sa vie. Elle attend le coup de grâce, se disant qu'une reine ne supplie jamais pour sa vie. Au lieu de la frapper, Geomgang frappe le sol juste à côté de sa tête, fracassant la roche. De la poussière et des débris volent partout alors que le sol se creuse à quelques centimètres de son oreille. Hélène ouvre un œil, complètement larguée par le fait d'être encore en vie. Geomgang recule son poing, ayant fait passer son message 5 sur 5. Il lâche une profonde inspiration, la lumière luisante commençant enfin à s'effacer de ses yeux. Il la regarde de haut et pose une question toute bête. Pourquoi devrait-il même se faire chier à la tuer? Hélène le fixe juste, les pupilles tremblantes, son cerveau court-circuitant face à cette pitié qu'elle n'attendait pas. Elle essaie de le prévenir qu'en enfer, si on ne finit pas le boulot, les ennuis reviennent toujours vous mordre le cul. Mais Geomgang se contente d'en rire, la regardant de toute sa hauteur. Il lui balance que c'est exactement ce genre de mentalité qui fait d'elle une vraie mauviette. Hélène en reste sans voix, mais quelque chose dans sa confiance absolue commence à lui retourner le cerveau. Elle serre les dents, essayant de trouver une répartie pour sauver sa fierté. Mais une autre explosion de lucidité la frappe soudain. Elle déteste l'admettre, mais le mec a l'air vraiment trop classe. Elle essaie de faire genre,
le traitant de lourd pour cacher le fait qu'elle est en fait toute troublée. Jeomgang commence à s'éloigner, laissant la reine succube assise toute seule dans la poussière. Son emprise sur ses esclaves commence à se briser, l'énergie violette autour d'eux se dissipant enfin. Les gars commencent à se réveiller, confus de savoir où ils sont et pourquoi ils traînent dans un désert. Hélène reste juste assise là, complètement incapable de riposter ou même de le regarder dans les yeux. Pendant ce temps, Méphisto arrive en volant avec le renard à 99 queues, ayant tout suivi à bonne distance. Elle se pose à côté de Jeomgang, lui disant que les choses sont à peu près réglées et qu'il devrait y aller. Jeomgang n'a pas envie de tailler la bavette, alors il l'attrape juste par la tête pour la faire taire. Méphisto se met à râler, disant qu'elle a mis sa fierté de côté juste pour lui filer un coup de main. Elle regarde en arrière vers Hélène, qui fixe toujours le dos de Jeomgang. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'il ait résisté à toute cette tentation sans transpirer une goutte. Elle réalise que ce n'était pas juste de la volonté, elle est désormais sûre de la vraie raison. Son cerveau est tellement blindé de pensées de baston et de la recherche de ses parents qu'il n'y avait littéralement plus de place pour que ses phéromones fassent effet. Méphisto réalise que la personnalité de chien de ma Jeomgang a carrément joué contre les charmes d'Hélène. Elle est sur le cul de voir à quel point le mec est beaucoup plus impressionnant qu'elle ne le pensait au début. Ma Jeomgang dit à la succube de se bouger le cul et de commencer les recherches. Méphisto explique qu'elle l'a recruté spécifiquement pour sa capacité à traquer les âmes. Hélène et Méphisto partagent un moment de silence gênant avant de se mettre au travail. Hélène se demande pourquoi un démon comme Méphisto suit ce vulgaire humain à la trace. Ma Jeomgang exige de savoir si elle peut trouver ses parents immédiatement. Hélène s'accroche à son bras, promettant de commencer les recherches à la seconde même. Il lui demande ce qu'elle fout pendant qu'elle prépare sa compétence de pistage. Elle prend la pause, chargeant ses phéromones pour capter une odeur. Elle rentre dans sa zone, prête à scanner le désert environnant. Elle note que le signal est faible, probablement à cause du manque de phéromones mâles chez le père. Soudain, une vision des parents de ma Jeomgang apparaît dans son esprit. Ma Jeomgang se fout de la gueule de Méphisto parce qu'elle est moins utile qu'une pécheresse humaine. Méphisto réplique sèchement qu'elle n'est pas qu'une simple spécialiste de la recherche. Elle boude, clairement saoulée qu'Hélène les ait trouvés beaucoup plus vite. Elle commence à regretter de s'être autant la péter plus tôt pendant que la succube continue son boulot. Hélène s'arrête, sentant que la situation à cet endroit devient dangereuse. Loin de là, les parents de ma Jeomgang sont terrifiés alors que des monstres s'approchent d'eux. La fille sphinx et l'homme momie avancent, cherchant une proie facile. Les deux monstres planent sur le couple sans défense avec des sourires sadiques. La fille sphinx rigole, disant qu'il est rare de voir quelqu'un d'aussi sincèrement heureux en enfer. Elle bondit en avant, disant aux parents qu'ils devraient tous juste bien s'entendre. Les parents se blottissent l'un contre l'autre, se préparant à un coup fatal qui ne vient jamais. Le sourire carnassier de la fille sphinx est à quelques centimètres de ses cibles. Soudain, un rayon d'énergie bleue frappe le sol juste devant elle. La fille sphinx est abasourdie par cette intervention aussi soudaine que surpuissante. La force de l'explosion l'envoie rouler en arrière dans la saleté. Elle percute durement le sol, incapable de piger ce qui vient de se passer. Les parents regardent en état de choc alors qu'une nouvelle figure apparaît dans la fumée. Un chevalier mystérieux vêtu d'une armure blanche se dresse devant eux. Ses yeux jaunes luisants révèlent une puissance bien au-delà de n'importe quel démon normal. L'homme momie se recroqueville de peur, reconnaissant immédiatement la menace. Il hurle à la fille sphinx de fuir, terrifié par la présence du chevalier. Le chevalier est entouré d'une aura bleue intense, ressemblant à un monstre absolu. La fille sphinx reste trop sûre d'elle, pensant qu'elle maîtrise toujours la situation. Elle rêve d'obtenir une promotion pour avoir capturé les cibles avec succès. Elle sert une petite poupée bandée, l'esprit bloqué sur ses propres ambitions. L'homme momie pige qu'ils sont totalement dépassés et commence à paniquer. Il n'attend pas une seconde de plus et tourne les talons pour fuir le chevalier. D'un seul coup fulgurant, le chevalier fend l'air. La main coupée de l'homme momie tombe dans la poussière alors que sa fuite est violemment écourtée. La fille sphinx décide que la seule façon de rester en vie est de se rendre sur le champ. Elle supplie le chevalier mystérieux de l'épargner, offrant une reddition inconditionnelle pour sauver sa peau. Le chevalier reste de marbre, déclarant que ceux qui ont péché ne méritent que le châtiment. La fille sphinx est horrifiée de réaliser que ses supplications tombent dans l'oreille d'un sourd. Le chevalier prépare un coup de grâce, déclarant que tous les criminels présents mourront sur place. Les parents de ma Jeomgang se blottissent l'un contre l'autre, paralysés par la peur face à la puissance écrasante du chevalier. Alors que l'énergie bleue jaillit, le père hurle le nom de son fils dans un ultime cri de désespoir.
Une gigantesque onde de choc déchire le sol au moment où Ma Jeomgang fait enfin son entrée. Le protagoniste est dans une rage noire, ses yeux brûlants de fureur en découvrant ses parents en danger. La poussière commence à retomber dans le sillage d'une explosion monumentale. Ma Jeomgang et son groupe se tiennent au-dessus du cratère, mais Hélène craint qu'il ne soit arrivé trop tard. Ma Jeomgang reste concentré sur la scène devant lui. Au fond de la fosse, un démon ailé s'accroche à peine à la vie. Le démon le reconnaît immédiatement, crachant son nom avec un sourire sanglant. Il se fout de Jeomgang, lui disant qu'il a du bol de ne pas être tombé sur le « monstre » qui a fait ça. Le démon lui balance que ce même taré a embarqué ses parents. Il lui souhaite bonne chance avec moquerie alors que ses forces l'abandonnent. Jeomgang s'en cogne des insultes. Il veut juste savoir dans quelle direction ils sont partis. Hélène examine le corps et confirme que le démon a clamsé. Jeomgang regarde au loin, sa patience s'épuisant dangereusement. Hélène propose d'utiliser ses compétences de pistage une fois de plus. Elle essaie d'en faire un moment de flirt, suggérant qu'il passe un moment en tête-à-tête pour recharger ses pouvoirs, au grand agacement de Méphisto. Jeomgang la rembarre instantanément, lui rappelant que ses parents sont en danger. Le petit renard blanc commence à renifler autour des rochers, repérant une odeur. Il pointe vers l'horizon, et Jeomgang se prépare à partir. Jeomgang regarde la petite créature commencer à se transformer. Une aura bleue surgit autour du renard alors que sa puissance cachée est enfin libérée. Sa forme change et s'agrandit à mesure que l'énergie s'intensifie. Le minuscule renard se transforme en loup blanc géant. Jeomgang est sincèrement impressionné par la transformation. Il demande pourquoi il n'a pas fait ça depuis le début. Méphisto lui explique que sa puissance vient juste de finir de récupérer et que la forme de loup ne durera pas longtemps. Il donne une petite tape au loup et annonce qu'il est temps d'y aller. Hélène saute sur la bête juste derrière lui. Elle n'arrête pas de parler de ses phéromones, mais Jeomgang reste concentré. Il lui dit qu'il s'en tape de ce qu'elle fait, mais que si elle le ralentit, il la laisse sur place. Hélène craque encore plus devant son attitude glaciale. Il s'élance à travers le désert à une vitesse ahurissante. Méphisto reste planté dans un nuage de poussière, se demandant pourquoi ils l'ont largué. Le loup blanc géant bondit dans les airs, fonçant vers la position des parents. Retour sur ce qui s'est passé plus tôt. Un autre démon se fait coincer par une silhouette en armure étincelante. Le chevalier mystérieux se dresse de manière protectrice devant les parents de Jeomgang. Il lâche une rafale de lumière sacrée, terrifiant les démons aux alentours. Un des monstres essaie de se faufiler en douce pendant que le chevalier est occupé. Mais le chevalier le grille immédiatement et se prépare à frapper. Un pilier de lumière massif incinère la créature. Le démon hurle alors qu'il est complètement effacé de l'existence. Le chevalier mystérieux se tient triomphant, son épée crépitant toujours de puissance. Ses yeux sont calmes et remplis de droiture alors qu'il se retourne vers les humains. Les parents supplient pour qu'on les épargne, encore terrifiés malgré l'aide. Le chevalier leur demande s'ils sont blessés. Ils sont choqués de voir une silhouette aussi héroïque en plein milieu de l'enfer. Il les rassure pour qu'ils ne s'inquiètent pas, car ses pouvoirs lui disent qu'ils ne sont pas des pécheurs. Le chevalier mystérieux se présente formellement sous le nom de Bellu, un héros. Il s'excuse auprès des parents de Ma Jeomgang d'être allé trop vite, admettant qu'il n'a pas l'habitude de voyager avec d'autres personnes. Voyant à quel point le couple est épuisé, Bellu propose de faire une pause dans le canyon. Il lui assure que ça va, même s'il peine clairement à suivre le rythme. Pendant qu'il se repose, le père note que bien que Bellu ait l'air d'être quelqu'un de bien, il a quelque chose d'intense en lui. Bellu reste silencieux, son expression sévère et concentrée. Les parents sont juste soulagés de ne pas avoir croisé de pêcheurs dangereux en chemin. Bellu explique qu'il les a délibérément guidés loin de toute menace. Il révèle qu'il a une compétence spéciale qui lui permet de détecter le bien et le mal chez ceux qui l'entourent. Il leur dit que c'est exactement comme ça qu'il a su qu'ils étaient des âmes innocentes. En fait, il avoue qu'ils sont les premières bonnes personnes qu'il trouve dans ce terrain vague. Sa vraie mission, cependant, est de traquer un pêcheur exceptionnellement monstrueux. Il repense au moment où son but sacré lui a été révélé. La déesse lui est apparue, lui disant que son véritable devoir n'était pas seulement d'assassiner le roi démon. Elle lui a parlé d'un « mal suprême » tapi dans l'ombre de l'enfer. Bellu était sous le choc d'entendre qu'il pouvait exister pire que le souverain des démons. La déesse lui a rappelé que le devoir d'un vrai héros est de protéger les faibles avant tout. Revenant au présent, Bellu répète ce vœu, promettant sa protection au couple. Les parents sont émus aux larmes, le remerciant pour la première marque de bonté qu'ils ont vue depuis leur arrivée en enfer. Le père hésite avant d'aborder leur plus grande inquiétude. Il explique qu'ils ont un fils,
mais le décrit comme un garçon mince et fragile. Il est terrifié à l'idée que son fils n'ait pas survécu à cet environnement hostile. Ils disent à Bellu que le garçon est lui aussi tombé en enfer, et il ne supporte pas de penser à ce qui a pu lui arriver. Bellu leur adresse un sourire rassurant et promet de retrouver et de protéger leur fils également. Le couple est submergé de gratitude face à la noblesse du héros. Mais la paix est de courte durée, car Bellu dégaine soudainement son épée. Il sent quelque chose approcher et prévient les parents que il arrive. Bellu détecte une aura terrifiante, réalisant que ce n'est pas le roi démon mais carrément autre chose. Il ordonne aux parents de se cacher derrière les rochers pendant qu'il gère la menace tout seul. Malgré sa propre tension, il sait qu'il doit rester et se battre parce qu'il est un héros. Les parents se précipitent pour se mettre à l'abri, regardant leur protecteur avec inquiétude. Ils le supplient de faire attention alors qu'il le voit faire face à la tempête qui approche. Bellu serre les dents, se préparant à l'impact. Ça fait longtemps qu'il n'a pas ressenti une pression aussi écrasante. Des éclairs déchirent le ciel alors que la présence se rapproche. Il hurle un défi, exigeant que l'être maléfique se montre. Une silhouette massive se dessine sur le ciel rouge, chevauchant une bête géante. Bellu regarde la forme sombre planer au-dessus du canyon. Ma Jeomgang et Hélène regardent en bas depuis le dos du loup blanc géant, ressemblant à de vrais méchants de ce point de vue. Le loup géant lâche un grognement bas et menaçant. L'expression de Jeomgang est glaciale et indéchiffrable alors qu'il balaie la zone du regard. Il repère enfin ce qu'il cherchait, planqué derrière les rochers. Ma Jeomgang regarde la scène en bas avec un œil calme et analytique. Hélène reste perchée derrière lui, ses ailes de chauve-souris se découpant sur le ciel cramoisi. Le chevalier mystérieux, Bellu, campe sur ses positions, dégainant son épée luisante et avertissant le nouveau venu qu'ils n'iront pas plus loin. Persuadé d'avoir trouvé la source du mal suprême, dont la déesse l'a averti, Bellu verrouille Jeomgang comme sa cible. Jeomgang, de son côté, a l'air plutôt perplexe face à l'attitude agressive du chevalier. Bellu pousse un cri de guerre féroce, qualifiant Jeomgang de « kidnappeur », en supposant qu'il a pris les parents en otage. Depuis l'arrière des rochers, le père et la mère de ma Jeomgang jettent un œil, le visage rempli de confusion et de choc en assistant à la confrontation. Ils sont totalement abasourdis de voir leur fils, qu'ils décrivaient comme fragile, paraître si puissant et intimidant. Sans un mot de plus, les deux monstres de puissance s'affrontent. Bellu abat sa lame radieuse de toutes ses forces, mais Jeomgang encaisse l'attaque de front avec un coup de poing dévastateur, envoyant une onde de choc à travers le canyon.